Parfait. Merci. Donc oui, alors bien sûr, je ne suis pas psychiatre, enfin je ne suis pas spécialiste de la périnatalité, donc en fait je suis mal placé pour parler de l'optimisation du système de soins dans ce domaine. Par contre, ce que je sais, c'est que vous avez une position particulière et particulièrement intéressante parce que vous êtes quelque part à l'intersection, dans un lieu à l'intersection entre la psychiatrie adulte et la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et aujourd'hui, comme vous le savez, se pose avec beaucoup d'acuité la question de la différence qu'il y a entre la psychiatrie pour adultes et la psychiatrie d'enfants et d'adolescents, avec depuis quelques mois la création d'un nouveau DES, une nouvelle maquette de DES de psychiatrie et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, avec une séparation plus marquée qu'avant entre les deux sous-spécialités, qui sont d'ailleurs sur un plan universitaire de spécialités autonomes. Et en préalable à cette modification de maquette, le CNUP, le Collège national des universitaires de psychiatrie, a réalisé des auditions et j'ai été très surpris du contenu de ces auditions. Notamment, j'ai eu des échanges assez, disons, francs, même tendus, avec des collègues psychiatres pour adultes, où je leur disais, mais bien sûr qu'il faut que la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent soit autonomisée par rapport à la psychiatrie pour adultes, parce que nous ne faisons pas le même métier. Voilà. Et donc, comme nous ne faisons pas le même métier, nous devons former les internes spécifiquement dans ces deux spécialités différentes. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays du monde, c'est le cas. Et les collègues psychiatres pour adultes étaient complètement décontenancés en disant pourquoi tu dis ça un psychiatre, c'est un psychiatre. Nous parlons avec des schizophrènes qui ont 30 ans. Vous faites des entretiens avec des schizophrènes qui ont 15 ans. Et alors, c'est exactement le même métier. On ne voit pas pourquoi tu pourrais dire ça. Et donc, ce que je vais essayer de faire pendant ces 20 minutes, c'est d'essayer de prendre du recul et de se dire, mais finalement, dans quelle mesure ces deux métiers sont différents? Et puis dans quelle mesure vous, du coup, vous vous situez plutôt dans l'un, plutôt dans l'autre ou plutôt ailleurs? Et bien sûr, ça sera à vous de le dire, ça ne sera pas à moi. Alors, d'abord, il y a la question des patients. En fait, un patient en psychiatrie pour adultes, ça n'est pas pareil qu'un patient en pédopsychiatrie. Et pour aller plus dans le détail, il faudrait avoir des définitions d'un patient psychiatrique. Et comme vous le savez, en fait, cette définition n'est pas simple du tout. Quand on demande d'ailleurs spontanément à un collègue, mais finalement, comment on définit un patient psychiatrique, les collègues disent, c'est un sujet qui a une pathologie psychiatrique. Voilà. Mais en fait, on définirait le patient à partir de sa pathologie. Ce qui est d'ailleurs le cas dans la définition de la médecine. La définition de la médecine repose sur la définition des maladies. Or c'est pas ça. On doit placer au centre de la médecine le patient et pas la maladie. Le patient est premier, la maladie est seconde. La maladie est une construction qui permet au médecin d'organiser sa pratique. Alors du coup, un patient psychiatrique, c'est quoi? Je vous propose la définition suivante. C'est un humain en rupture dans son existence. Et ça, c'est important parce que on entend beaucoup en ce moment des histoires de santé mentale, de souffrance psychique, etc. Nous nous intéressons à autre chose que la souffrance psychique. On peut avoir de la souffrance psychique dans la vie sans être un patient psychiatrique. Et ça, il faut le dire et le répéter, et c'est important. Donc c'est un humain en rupture dans son existence, du fait d'une souffrance qu'il ressent comme intérieure à lui-même et non pas projetée sur le corps qu'il habite. Et là, cette définition repose sur le fait que, selon l'anthropologue Philippe Descola, tous les humains ont conscience qu'ils ont un corps, ils ont une physicalité, c'est comme ça qu'il le définit, et ici, ils ont une intériorité, c'est-à-dire ils vivent avec l'impression qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a quelque chose que certains appellent l'esprit, l'âme, etc., etc., la pensée, les cognitions.
Et donc parfois, on souffre à l'intérieur de soi-même essentiellement, parce que bien sûr tout est mélangé. Quelqu'un qui s'est cassé la jambe souffre aussi en tant que sujet pensant, et beaucoup de patients, un patient qui a une attaque de panique, souffre et a du mal à respirer. Donc on est bien d'accord que le dualisme corps-esprit a ses limites, mais quand même, un deuil, c'est la perte d'un être cher, on souffre à l'intérieur de soi. Alors qu'une jambe cassée ou une colique néphrétique, on souffre avant tout dans le corps qui nous habite, que l'on habite. Et donc voilà la définition d'un patient psychiatrique. Rupture dans l'existence du fait d'une souffrance interne. Alors, en psychiatrie pour enfants et adolescents, eh bien, de base, cette définition ne peut pas s'appliquer. Pourquoi? Parce que la majorité des patients qui viennent me voir ne souffrent pas, et d'ailleurs, en général, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et du coup, on est obligé de changer complètement de configuration. Et je vous propose cette définition du patient de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. C'est le lieu d'expression d'une plainte collective focalisée sur un enfant ou un adolescent, plainte concernant son comportement ou son fonctionnement psychique. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que le patient pédopsychiatrique, il est emmené par sa famille, par l'école, parfois par la société. Et on va dire, il va mal. Et lui, il est là, mais alors certains souffrent, bien sûr. Il y a des enfants qui ont des attaques de panique et donc ils souffrent, bien sûr. Mais par exemple, la première consultation d'un patient autiste ou hyperactif, en général, il n'y a pas de souffrance exprimée. Et donc, le groupe, le collectif, emmène l'enfant, focalise le problème sur lui, il a ce problème-là, et ce problème concerne le comportement ou le fonctionnement psychique. Alors, donc vous voyez, de fait, dans ces deux définitions, on est dans un contexte qui est complètement différent. Alors ça, c'est la définition du patient. Une fois qu'on a défini le patient, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est l'entretien. Et là aussi, l'entretien en psychiatrie d'adulte, en fait, techniquement, ne se passe pas de la même façon qu'en psychiatrie pour l'enfant et l'adolescent. Pourquoi? Parce qu'à partir de la définition du patient en psychiatrie pour adultes, en général, alors pas toujours bien sûr, mais en général, le patient en psychiatrie pour adultes vient consulter. C'est une démarche. Alors on va dire, ah ben non, bien sûr, les patients schizophrènes, en fait, la psychose, etc., ils ne se rendent pas compte. Oui, d'accord, bien sûr, ça c'est vrai, mais c'est vrai dans un tout petit nombre de cas. Dans l'immense majorité, par exemple en psychiatrie libérale, les patients viennent consulter leur psychiatre comme quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde vient consulter son rhumatologue. C'est un patient qui vient voir un médecin spécialisé pour régler un problème avec sa souffrance, avec sa maladie. Et donc il y a un cadre médical que nous connaissons tous. Nous savons ce que c'est qu'un médecin, nous savons que c'est quelqu'un que l'on peut aller voir quand on ne va pas bien. Donc il y a un cadre, on va l'écouter, il a une certaine forme d'autorité, et puis il y a une demande, et puis il y a même une rétribution avec une assurance maladie. Et bien sûr, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on ne va pas avoir ça. C'est-à-dire que le patient ne vient pas avec cette demande, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis en plus, le patient, il ne sait pas ce que c'est qu'un psychiatre. Pas du tout. Et d'ailleurs, nos patients, quand ils arrivent dans le box de consultation, ils sont perdus. Parfois même, il y a une espèce de méfiance. Ils sentent bien qu'il y a eu une certaine forme de gravité derrière cette visite de ce médecin qu'on appelle le psychiatre. Ils sentent bien que ses parents sont un peu, eux aussi, intimidés. Et donc, lui, il est dans une position où non seulement il ne sait pas trop pourquoi il est là, d'ailleurs, je demande toujours à mes patients pourquoi tu viens, et 9 fois sur 10, ils regardent leurs parents en ne sachant pas trop quoi répondre. Et alors, non seulement ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là, mais en plus, ils sont méfiants ou alors dans l'interrogation par rapport à ce qu'on est. Et du coup, notre rôle en tant que clinicien, ça va être de commencer par régler ce problème. Et là, bien sûr, il y a un piège évident, c'est de commencer à parler jeune, c'est-à-dire de commencer à parler avec l'intonation d'un enfant de 7 ans ou d'un adolescent. Et bien sûr, ça ne marche jamais. Et donc, il y a
Alors, quelque chose qui existe en psychiatrie pour adultes, hein, et même en médecine en général. Alors, on va parler d'empathie, etc., d'alliance thérapeutique, mais tous ces mots sont, je les trouve un petit peu difficiles à définir, en particulier le mot empathie, qui pourtant est très présent à l'évidence dans notre métier. Mais je préfère utiliser le mot accordage. C'est un peu ce qui se passe quand un violoniste doit jouer avec un pianiste. Le piano, ben, il a été accordé, il est comme ça. Et donc le pianiste va jouer un La, et ben, le violoniste, il va se caler sur ce La. Et c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de calage, il n'y aura pas de musique. Et au moment que l'accord est fait, alors il peut y avoir de la musique. Et dans un entretien en psychiatrie en général, on va voir en pédopsychiatrie en particulier, eh bien, il y a un moment d'accordage, c'est-à-dire un moment où le clinicien doit se caler, doit s'accorder par rapport à la personne qui est en face de lui pour que l'entretien puisse se dérouler. Et si cet accordage ne se fait pas, alors l'entretien sera dans le vide. Alors, en psychiatrie pour adultes, bien sûr que quand on est face à un patient schizophrène, par exemple, ce phénomène d'accordage est particulièrement délicat à réaliser et nécessite une certaine expérience clinique. Dans l'anorexie mentale, on va avoir la même chose. Mais dans la plupart des troubles anxio-dépressifs, en fait, on est dans une situation assez proche de ce qui se passe dans la clinique non psychiatrique, où finalement l'accordage va de soi. Alors qu'en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on est dans une situation totalement différente. Parce que quand on est face à un adolescent, face à un enfant en phase de latence, face à un enfant encore plus jeune, en phase de dipiène, ou même un enfant encore plus jeune qui n'a pas de langage, eh bien cet accordage va reposer sur des bases complètement différentes. Et il faut, d'ailleurs, c'est pour ça que certains psychiatres pour enfants se spécialisent dans la psychiatrie de l'adolescent ou dans la psychiatrie du non-adolescent, du plus jeune, parce que, en fait, la technique d'accordage en fonction de ces tranches d'âge, eh bien, on se sent plus ou moins à l'aise pour pouvoir la réaliser. Donc l'accordage, la spécificité de l'entretien clinique, et puis après, l'entretien clinique, une fois qu'on est accordé, se déroule, et il y a enquête sémiologique. Alors là, il faut s'arrêter parce que figurez-vous qu'il y a de nombreuses années de ça, j'engage une discussion avec un collègue qui était plus âgé que moi, qui était d'ailleurs quelqu'un d'assez connu, un pédopsychiatre assez connu. Et on parle de notre pratique et je lui dis, bah, écoute, voilà, ben moi je fais une observation pour mon premier patient, etc., où j'écris ça. Et il s'arrête, il me dit, mais tu fais une observation? Bah, je lui dis, bah oui, je prends les antécédents, les sémiologies, quoi. Et moi, j'avais été interne, chef de clinique à Robert Debré, avec Michel Dugas et Marie-Christine Mourin, donc avec une optique très particulière que vous connaissez. Il me dit, mais non, mais moi je fais pas ça. Et je me rends compte qu'en fait, plein de collègues pédopsychiatres ne font pas à proprement parler d'enquête sémiologique comme on le fait en psychiatrie pour adultes. Alors, il y a des recherches de symptômes et de signes, bien entendu, mais ce n'est pas le cœur de l'entretien. Le cœur de l'entretien, c'est d'emblée, on est dans la dynamique évolutive et développementale de l'enfant. C'est-à-dire, tu viens me voir, mais alors, qu'est-ce qui se passe, et tes parents, et etc. Et à l'occasion de ça, on va piquer éventuellement quelques symptômes. Alors que, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, depuis la fin du XXe siècle, la psychiatrie pour adultes s'est vraiment intégrée dans le modèle médical de la pratique médicale, c'est-à-dire avec des maladies alors, qui sont définies par le DSM, des maladies donc dans le DSM définies par des symptômes, c'est des syndromes, on recherche les signes et les symptômes, et une fois qu'on a les signes et les symptômes, alors l'evidence-based medicine nous propose des soins en regard avec les maladies qui sont dans le DSM. Et d'ailleurs, le DSM a été construit pour ça, il a été construit pour pouvoir faire de la recherche, pour pouvoir faire de l'evidence-based medicine. Et je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas du tout que c'est mal, mais je dis qu'avant, en fait, ce n'était pas forcément la même chose. Eh bien, en psychiatrie pour enfants et adolescents, ce modèle médical qui a construit et qui construit la psychiatrie pour adultes depuis une vingtaine d'années, il faut voir comment les internes sont formés, et encore une fois, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est comme ça, eh bien, en fait, en pédopsychiatrie, il est difficile d'appliquer exactement le même modèle médical avec une enquête sémiologique qui conduit à un traitement. Pourquoi ?
Eh bien parce que d'abord, les tableaux sémiologiques sont moins francs. Parce que du fait de la perspective développementale, en fait, ce qu'est une dépression, ben selon que on a un nouveau-né, si tant est que la dépression du nouveau-né soit un concept vraiment fiable, mais je vous laisse réfléchir et réagir sur ce point-là, moi qui m'interroge. La dépression, en tout cas, d'un enfant avant l'âge de 3 ans, la dépression d'un enfant à 5, 6, 7 ans, la dépression d'un adolescent, comme vous le savez, ça ne s'exprime pas de la même façon, et d'ailleurs, les données épidémiologiques sont complètement différentes. Alors, fluctuation des tableaux sémiologiques du fait des phases développementales. 2, en plus, les contours syndromiques sont plus flous qu'en psychiatrie pour adultes. Et donc, du coup, on peut moins se rassurer par un étayage qui vient des classifications. Et puis, du coup, de ce fait, alors, il y a même des choses qui paraissent évidentes une fois qu'on les dit, mais on prend par exemple un élément sémiologique hyper classique en psychiatrie, le délire. Alors, le délire conduit à un tableau psychotique pour un psychiatre pour adultes. Mais pour un enfant, est-ce que c'est si facile que ça de dire qu'un enfant délire? Vous savez, il y a les compagnons imaginaires, etc., etc. C'est pas si simple que ça. À partir d'un élément sémiologique qui est objectivement correspond à quelque chose de délirant, de considérer que c'est à mettre en rapport avec un syndrome, avec une maladie, et voire même avec quelque chose de psychotique. Voilà, du coup, la démarche diagnostique est différente en psychiatrie pour enfants et de l'adolescent et en psychiatrie pour adultes. Et de ce fait, la valeur de l'évidence-based médecine est moins forte de ce fait, et puis du fait aussi qu'il y a moins de données, parce qu'il y a moins de recherches, et que ces recherches en plus doivent être démultipliées par tranche d'âge. Alors vous voyez que la psychiatrie pour enfants et de l'adolescent et la psychiatrie pour adultes, en fait, même si nous avons quelque part, nous nous intéressons à l'intériorité, bien entendu, nous avons une histoire commune, nous nous comprenons, mais la pratique de notre métier est fondamentalement différente. Alors, il y a d'autres situations, d'autres collègues psychiatres qui sont aussi dans des situations un peu à l'écart. Les gérontopsychiatres, par exemple, alors on pourrait dire ils sont très éloignés des pédopsychiatres, mais pas du tout. On se comprend très bien. Pourquoi? Parce que souvent, la personne âgée psychiatrique, elle est amenée par sa famille, et elle ne sait pas trop pourquoi elle est là, du fait du déclin cognitif. Hein. Et on se retrouve, les tableaux cliniques sont plus flous. L'évidence-based medicine en gérontopsychiatrie, il y a moins de données aussi. Et puis, certains éléments délirants sont aussi à interpréter avec plus de nuances que dans le DSM. Et nous avons beaucoup de facilité à discuter. On se retrouve avec les gérontopsychiatres, enfin nous pédopsychiatres, on peut partager nos expériences cliniques avec beaucoup de facilité. Alors il y a aussi ceux qui sont intéressés par la psychiatrie transculturelle. Parce que j'ai dit que le paradigme de la relation médecin-malade en psychiatrie pour adultes, c'était fondamentalement un patient qui vient voir son psychiatre, mais ça c'est vrai dans le modèle occidental. Puis c'est vrai en général, bien sûr, il y a des situations où ça n'est pas comme ça, où le patient schizophrène va venir avec sa famille, hein, je suis au courant. Mais enfin quand même, encore une fois, en psychiatrie libérale, c'est comme ça que ça se passe le plus souvent. Or, en psychiatrie transculturelle, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de cultures différentes, le patient psychiatrique est amené lui aussi par sa famille. Et on se retrouve un peu dans la même situation qu'en psychiatrie d'enfants et d'adolescents. Alors du coup, la question se pose, chez vous, comment ça se passe? En psychiatrie périnatale, alors d'un côté, c'est vrai qu'il y a, bon, j'ai pas prononcé le mot systémique, mais il faisait partie de ma définition du patient pédopsychiatrique. Hein. La pédopsychiatrie est forcément une psychiatrie systémique. Et je crois que la psychiatrie de la périnatalité est aussi, à l'évidence, une psychiatrie systémique. Pourquoi? Parce que même si c'est avant l'accouchement, en fait, l'enfant est déjà là. Et puis il y a un papa, j'ai vu tout à l'heure la première page d'un livre où on parlait de la place du père en psychiatrie de périnatalité. Et donc, bien sûr que c'est évident. Et puis, il y a aussi tout le reste de la famille et puis toute la culture. Et donc, en fait, c'est tout un système qui vient vous voir quand vous êtes en consultation avec votre patient, entre guillemets. Alors, il y a la question de l'accordage.
J'ai vu une réaction sur le chat que le mot accordage vous interpellait beaucoup. Et oui, bien entendu, on est dans une situation très particulière où s'accorder dans l'entretien avec une femme qui a ou un enfant à l'intérieur d'elle-même ou un enfant à côté d'elle-même avec un père qui découvre quelque chose qu'il en général n'imaginait pas du tout, eh bien c'est une situation clinique qui demande également une expertise, une expérience pour pouvoir s'accorder avec cette famille, avec ces patients, pour pouvoir rentrer dans l'échange. Et puis, les tableaux symptomatiques sont aussi plus compliqués que ce qui est simplement décrit dans le DSM, du fait de la particularité de la situation clinique. Et puis, les traitements aussi, ne serait-ce que parce que la femme qui vient d'accoucher allait ou la femme est enceinte et de ce fait-là, les médicaments disponibles, les prescriptions sont plus compliquées. Alors, j'en arrive à la fin de mes 20 minutes. Comment essayer de faire avancer du coup ces clivages pour, en l'occurrence pour vous, construire une psychiatrie de la périnatalité qui serait moins dépendante de cette tension qu'il y a entre la psychiatrie pour adultes et la pédopsychiatrie. Alors bien sûr, j'ai un conflit d'intérêt que je suis pédopsychiatre, mais je crois quand même que le modèle médical qui a été nécessaire à la psychiatrie pour adultes pour se construire dans le cadre d'une recherche clinique et d'une recherche fondamentale qui a beaucoup bénéficié à cette discipline. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire quelques pas en arrière et d'essayer de déconstruire ce modèle médical. Que même en psychiatrie pour adultes, il y a de la systémique, il y a une culture, il y a un environnement. On ne peut pas réduire un patient psychiatrique à sa neurobiologie. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, tout le monde est d'accord pour dire ça. Même Thomas Insel, l'ancien directeur du NIMH, qui vient d'écrire un livre où il dit que pendant 13 ans, il a dépensé 1,3 milliard de dollars par an à faire de la recherche en neurosciences et qu'en fait, il se rend compte qu'a posteriori, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc oui, bien sûr, même la psychiatrie pour adultes, on s'inscrit dans un cadre beaucoup plus complexe que celui du traitement de l'hypertension artérielle pour cause rénale, où là, effectivement, on peut se fixer sur un organe et traiter l'organe, comme c'est parfois le cas en médecine. Donc je pense qu'il faut commencer à déconstruire la psychiatrie pour adultes telle qu'elle s'est construite sur le modèle médical. Et une fois que cette déconstruction aura été faite, alors je crois que la psychiatrie de périnatalité pourra trouver sa spécificité, qui est quelque part, ça n'est pas de la pédopsychiatrie, ça n'est pas de la psychiatrie pour adultes, mais elle pioche dans différentes disciplines. Voilà, en tout cas, je serais ravi d'avoir votre retour là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est vous les experts. Merci pour votre attention virtuelle.